J'ai une formation en sciences sociales, en sociologie de la santé et en anthropologie médicale. Pour ma recherche de doctorat, je me suis intéressée au suivi de la fertilité assistée par technologie numérique. Le 10 août 2018, l'entreprise suédoise Natural Cycles a lancé sur le marché la première application contraceptive certifiée. Et quand on entend ça, on se pose peut-être une série de questions. En l'occurrence, ça se met où? C'est là que ça se complique parce que pour une app comme Natural Cycles, la substance de base, c'est pas du latex ou des hormones, mais c'est de l'information. Pour que ça fonctionne, une utilisatrice doit prendre sa température tous les matins, qu'elle entre ensuite dans l'application. Cette température, elle est transformée à partir d'un système algorithmique pour ensuite, résulter dans un statut de fertilité et l'intérêt qui est promu par l'entreprise, c'est de pouvoir se passer de contraception les jours où c'est jugé pas nécessaire. Pour fonctionner, l'entreprise se base sur toute une série d'études scientifiques qui ont été développées dans les années 60-80, qui consistent à prouver qu'il y a des liens entre la température et l'ovulation. Donc la température, elle est prise comme un proxy pour un changement hormonal, qui est pris comme un proxy pour l'ovulation, qui est pris comme un proxy pour la fertilité et qui est assimilé à de la fécondité. Donc on voit qu'il y a toute une chaîne de traduction qui s'opère via les algorithmes de l'application. Ce type d'application est pas la seule. Il y en a aujourd'hui plusieurs centaines qui sont téléchargées par des millions d'utilisatrices à travers le monde, ce qui a donné lieu à l'appellation de Femtech. C'est Ida Tin, qui est la fondatrice de l'application de suivi du cycle menstruel Clue, qui a proposé le terme Femtech pour Female Technology, pour décrire tout produit ou service qui est censé apporter des solutions techniques à des problèmes que peuvent rencontrer des femmes en vertu de leur biologie. Pour ma recherche, je me suis intéressée à un secteur en particulier, qui est celui du suivi de la fertilité, dans lequel on a des applications comme Natural Cycles, comme Clue, mais aussi des grandes entreprises qui entrent dans ce secteur jugé potentiellement très fructueux, comme Apple, Fitbit ou encore Garmin. Face à l'émergence de ce marché et aux intérêts et promesses suscités, des chercheurs et chercheuses en sciences sociales ont proposé différentes notions pour alerter contre les dangers qui peuvent résulter en fait de ces usages. Karen Levy, qui est professeure de Information Science à Cornell, a proposé la notion de Intimate Surveillance pour alerter contre deux choses. La première, c'est la revente des données à des tierces parties à l'insu des utilisatrices. Et le deuxième danger, c'est ce qu'elle appelle, en reprenant la terminologie d'une sociologue australienne, Deborah Lupton, l'algorithmic subjectivity, le fait qu'en utilisant cette technologie, les utilisatrices risquent de développer une subjectivité particulière qui est façonnée par les algorithmes de ces applications, qui est problématique parce qu'elle est jugée extrêmement réductrice. À partir du moment où on comprend le monde, la vie, les corps avec des systèmes quantifiés, on perd forcément toute une série de choses et cette réduction est jugée problématique. C'est ce qui amène Deborah Lupton à parler de ces outils, ces applications, comme des dispositifs disciplinants. Par rapport à ces critiques qui sont vraiment très importantes, il y a aussi toute une série de problèmes, notamment liés au fait que la critique en elle-même, elle pose les choses de manière assez frontale et binaire. On retrouve dans ces études une présentation des femmes souvent comme une catégorie homogène, présentée comme vulnérable, qu'il convient de protéger. À l'inverse, on a les concepteurs ou conceptrices, c'est souvent des textes en anglais, donc developers, qui sont aussi présentés comme une catégorie relativement homogène, distincte de celle de femmes. Et puis, on a toute une autre série de distinctions entre ce qui est privé, ce qui est public, ce qui est empouvoirant ou ce qui est disciplinant, et puis ce qui serait une bonne technologie, ce qui serait une mauvaise technologie. Je me suis questionnée sur, au lieu de tracer cette ligne, qu'est-ce qui se passe si on déplace la perspective et on se demande, mais en fait, comment c'est fait? Qui fait quoi? Et puis, comment ces choses sont intriquées? Donc, si on va dans une approche plus exploratoire en se disant, mais en fait, comment c'est fait? L'intérêt, c'est qu'on rajoute de la place pour l'ambiguïté, la complexité et tout ce qui rentre pas
dans ce cadre, prédéterminé. Dans ma recherche, ce que j'ai cherché à faire, c'est de questionner comment la catégorie de femme elle-même ou de corps féminin fertile, elle est construite. Quand on fait des approches féministes, il y a plein de manières d'aborder les sujets. Puis une manière, ça peut être de documenter l'expérience des femmes ou des problèmes que vivent les femmes ou des populations discriminées. Et puis une autre manière, ça peut être, c'est celle que j'ai choisie, de se dire: «Mais en fait, comment la catégorie femme elle-même, elle est produite?» Il y a un texte en particulier qui m'a beaucoup inspirée. C'est un texte de Anne-Marie Mohl, qui est une philosophe néerlandaise, qui a écrit en 1985 un texte qui est resté longtemps oublié, mais il vient d'être traduit en français. Dans ce texte, qui est vraiment une réflexion et un peu une provocation, elle se dit: «Comment les disciplines scientifiques comprennent ce qu'est une femme?» Il y a eu une tendance qui a été nécessaire et très importante, amenée par les sciences sociales, qui à un moment donné se sont dit: «Mais en fait, il faut qu'on diminue la place accordée au biologique parce que c'est trop réducteur pour comprendre les différences et les inégalités dans la société». L'approche de Moll est venue, à la suite de ça en disant: «On peut pas non plus complètement évacuer le biologique, les sciences, naturelles. Voyons comment tout ça contribue à construire quelque chose qui est la catégorie femme», et ça lie à l'approche que j'ai utilisée, l'approche praxiographique, qui est en fait une étude des pratiques. Anne-Marie Maud l'a beaucoup développée en lien avec sa philosophie empirique, en disant: «La réalité, elle émerge dans les pratiques et donc c'est pas qu'on a multiples réalités, mais c'est qu'en même temps la réalité, elle dit, elle est more than one, less than many». Pour moi, ça a été extrêmement inspirant et je me suis dit: «Bah, tiens, en fait, comment est-ce que la fertilité informatisée, elle est produite par différents acteurs? À quel point ils sont tous d'accord ou pas d'accord? Et est-ce qu'on a, uniquement la critique en sciences sociales qui est pas d'accord et puis tous les développeurs, qui ont une manière de faire, cette fertilité, informatisée? Et puis est-ce que les utilisatrices, elles sont d'accord ou pas d'accord?» Voilà, donc je me suis dit: «Ben, allons voir comment c'est fait». Pour, approcher un peu plus, mon objet, j'ai utilisé une autre, méthode que j'ai en fait couplée avec cette praxiographie, qui est la biographie d'artefacts et pratiques, qui consiste en fait, comme on le ferait pour une personne, à aller récolter différentes sources, des sources, potentiellement très hétérogènes pour raconter la vie, mais pas d'une personne, mais d'un objet. Pour étudier cette, fertilité informatisée, j'ai choisi comme porte d'entrée d'aller chez des concepteurs et conceptrices. J'ai été acceptée, pour un premier entretien, puis ensuite, plusieurs entretiens, puis ensuite une enquête qui a duré, à peu près 4 ans sur le terrain, chez l'entreprise Valley Electronics, qui est une entreprise basée en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. La particularité de cette entreprise, c'est qu'elle a été fondée en 1986. C'est le moment où elle a commercialisé son premier biocapteur de fertilité. Ça ressemble à un Walkman avec un thermomètre et en fait, c'est un ordinateur qui va, à partir de la température de l'utilisatrice, produire un statut de fertilité, dans l'idée de se passer de contraception quand c'est pas nécessaire. C'est une entreprise familiale de petite taille et en fait, en 2014, Nathalie Rechberg, la fille de l'innovateur principal, Hubertus Rechberg, a commercialisé le DAISY. C'est de ça que je vais vous parler parce que je me suis beaucoup intéressée au DAISY, qui est, ce capteur de température qui est le premier de leur série de capteurs à omettre complètement toute inscription numérique. Donc comment ça marche? Au réveil, l'utilisatrice doit prendre sa température à l'aide du thermomètre. Ça dure jusqu'à en 30-60 secondes et puis ensuite elle a un code couleur qui va apparaître sur son capteur. Ça va être vert, jaune ou rouge. On comprend assez bien la symbolique du feu de signalisation. Donc vert, c'est allez-y, en fait, c'est non fertile. Rouge, c'est, fertile, attention, prenez des mesures et puis jaune, c'est l'algorithme ne sait pas. C'est le premier de leurs capteurs aussi qui fonctionne avec une application qui va permettre ensuite à l'utilisatrice, si elle le veut, d'avoir un détail, de retrouver son graphique, de pouvoir, regarder ses données. Dans cette première partie de ma recherche, j'ai montré que la notion de femtech comme quelque chose d'ultra innovant mérite d'être nuancée. Je me suis intéressée aux archives de l'entreprise dans lesquelles le fondateur a observé la concurrence dans les années 80-90. Ce qui était une surprise en soi parce que moi j'avais aucune idée qu'il y avait déjà en fait un marché des femtech qui était en train de se développer à ce moment-là. Par exemple, sur le journal Bild de 1985,
On voit cette image d'une jeune femme, blonde, à moitié nue, qui tient un thermomètre, et un ordinateur dans ses mains qui est le capteur Anne et on apprend sur cette page que le biocapteur est aussi sûr que la pilule. L'autre image, on a 4 innovateurs et puis à gauche, vous voyez Werner Weiland qui a reçu en 1983 le prix Philip Morris pour son innovation qui est une montre de fertilité. Donc c'était un bracelet, qui était censé se porter par, les utilisatrices et ce qui est assez intéressant quand on va dans le détail de la manière dont il promouvait sa technologie, c'était censé résoudre la supposée crise de fertilité dont on avait très, très peur à ce moment-là. Alors c'est une crise de fertilité qui était différenciée entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc sa montre, elle devait servir à faciliter les naissances dans les pays du Nord où, on parlait beaucoup des problèmes d'infertilité, parce qu'on arrivera certains pays n'arriveront plus à renouveler leur croissance démographique et cetera. Donc ça devait aider les couples des pays du Nord à faire des enfants, en identifiant le moment de l'ovulation et à l'inverse, dans les pays du Sud, ça devait freiner les croissances et c'était présenté comme une solution, technique, très prometteuse et ça, c'est une analyse que j'ai publiée dans la revue Technique et Culture, en montrant un petit peu comment, à cette époque, il y avait pas un seul usage de ces technologies qui était promu, mais il y en avait plusieurs. En tout cas, j'en ai identifié 4. Le premier qui était de réduire ou en tout cas de apporter des solutions à la crise de la fertilité. Il y en avait un autre qui était d'apporter une aide aux médecins pour leur diagnostic. Donc là, on vendait ces capteurs vraiment pour les médecins. C'était eux ensuite qui les distribuaient aux utilisatrices. Ils étaient distribués, vendus à des couples pour avoir ce qui était présenté comme une sexualité plus épanouie. Et puis, il y avait un usage peut-être un peu plus marginal qui était de pouvoir prévoir le sexe d'un enfant à naître suivant le moment où la conception aurait lieu par rapport à l'ovulation. Et ça, c'est aussi assez passionnant. Il y a des enquêtes là-dessus sur les stéréotypes qui sont liés à la science et puis comment on va présenter des gamètes, masculines ou féminines comme plus actives ou moins actives, puis qui vont résister plus longtemps par rapport au temps de fertilisation et ça, c'est une fonctionnalité qui a pas totalement disparu des apps aujourd'hui, mais on la retrouve pas systématiquement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très contradictoire. Des fois, on dit si c'est un jour avant l'ovulation, ça va être une fille, puis des fois on dit ça va être un garçon. Il y a pas de consensus là-dessus. Une autre partie de ma recherche a montré que, en fait, les concepteurs et conceptrices eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ce qui constitue une bonne app de suivi de la fertilité. Et c'est des différences en général qui touchent à la manière dont ils conçoivent le corps et la technologie. C'est une analyse que j'ai publiée dans la revue Learning, Media and Technology. Ça, c'est un exemple tiré d'un entretien avec la conceptrice du DAISY qui dit: «Je voulais créer quelque chose où vous n'avez rien à apprendre. C'est censé être si facile que n'importe qui peut le faire. Même si vous ne voulez rien avoir à faire avec les Fertility Awareness-Based Methods, juste pas de travail. Hop, pas de travail, quoi que ce soit, pas besoin de réfléchir. On voit bien là qu'il y a une certaine conception des utilisatrices visées, mais aussi du corps et puis la technologie qui va vraiment détecter un corps qui émet des signaux pour en traduire un output. Et l'empowerment promis, il est vu dans le fait qu'on peut se passer de l'apprentissage pour se consacrer à d'autres tâches potentiellement plus productives. J'ai développé la notion de soft awareness pour décrire ce type d'attention qui est promu, où d'un côté, l'utilisatrice, elle va être incitée à connaître son corps, tout en étant empêchée d'accéder à la connaissance de l'algorithme lui-même. Du coup, j'ai développé une série de ce qu'on pourrait voir comme des idéotypes entre la version qui dit on peut se passer totalement de l'apprentissage parce que la technologie va tout faire pour vous, et puis une autre version que j'ai appelée Trained Body Configuration, ou au contraire, on va se dire: «On ne peut pas se passer de l'apprentissage parce que c'est vraiment clé pour que la méthode fonctionne» et c'est l'utilisatrice avec d'autres, acteurs, que ce soit avec des conseillers, avec, des médecins, avec des ouvrages, des manuels et cetera, qui va pouvoir connaître son corps et c'est ça qui va être, empoeuvrant. Un autre aspect qui est essentiel, c'est de se dire: «Mais bon, ça, c'est comment on design, mais ensuite comment on utilise». Parce qu'énormément de littérature en sociologie de l'innovation et sociologie des usages montre qu'il y a tout un travail nécessaire pour qu'une technologie soit utilisée de la manière, dont on aimerait qu'elle soit utilisée. Et quand on discute avec les concepteurs et conceptrices, on se rend compte que c'est vraiment un challenge pour eux d'arriver à ça. Pour donner un petit peu de nuance à la critique qui consiste à dire à partir de l'étude des applications, ça discipline parce que regardez, ça présente le corps comme ça. Si ça résonne pas chez les utilisatrices, bah, ça va pas forcément être, utilisé et produire ces effets disciplinants. Pour cette autre partie de ma recherche, j'ai été rencontrer des utilisatrices
plus de 1000 personnes ont accepté, en tout cas, d'être contactées. J'ai interviewé 26 personnes, ça m'a déjà donné énormément d'informations. Si je prends juste un extrait, c'est Isabella qui a 34 ans et qui habite en Suisse, qui me dit: «Au début, j'ai utilisé Daisy avant de lire quoi que ce soit sur la méthode. Je savais que des gens prenaient leur température et faisaient des graphiques, mais je ne voulais pas risquer de faire de mauvaises hypothèses et je voulais pas non plus avoir à entrer manuellement des chiffres dans l'app et prendre une décision. Je voulais quelque chose de facile qui me dise juste vert, rouge ou jaune». Donc là, on voit bien, je trouve, dans cet extrait, la description de l'utilisatrice, que ça colle parfaitement à ce qui a été imaginé. Mais ensuite, elle me dit: «Mais plus tard, peut-être 1 an après avoir utilisé Daisy automatiquement, comme un robot, et avoir lu et fait ce que Daisy disait, une amie m'a recommandé le livre "Prendre en charge votre fertilité". Je l'ai lu, puis j'ai commencé à revenir en arrière dans l'historique de mon cycle et à analyser mes données. Elle en déduit que l'algorithme, pour qu'il puisse s'adresser à une variété de biologies avec leurs différences, forcément, c'est un peu conservateur pour être plus sécure. Mais dans mon cas, j'en déduis que vu mon graphe de température, je peux me permettre de compter un peu plus de jours vert, même si, en fait, l'algorithme est incertain. Ça, c'est un exemple parmi d'autres de tout ce qui se passe dans la relation entre, utilisatrice et technologie, rapport au corps et puis tout aussi ce qui intervient autour parce que là, c'est une amie, c'est un livre, des fois, c'est d'autres discussions, c'est d'autres choses. Donc, pour en fait remettre dans le cadre plein d'éléments plus ou moins complexes qui vont co-construire, on pourrait dire, l'expérience que font les personnes de ces technologies. Et ça, c'est une analyse que j'ai publiée dans la revue Catalyst, où en fait, je développe la notion de cyclic self-fashioning pour éviter de postuler d'emblée que la technologie va déterminer l'utilisatrice ou à l'inverse, quand on a des fois des comptes rendus un petit peu, romantiques, dans le sens, héroïque d'utilisateurs et utilisatrices résistants qui font enfin voilà, c'est un peu voir justement comment c'est entre les 2 et puis, ce que je montre dans cette analyse, c'est que c'est vraiment complexe et on peut pas dire que en tout cas les utilisatrices avec qui j'ai discuté, on peut pas dire qu'elles résistent complètement à certains schémas et certains impératifs de prise en charge individuelle du corps féminin qui doit être, il faut, en quelque sorte capitaliser sur la fertilité, même si on veut pas d'enfants et cetera. On peut pas dire qu'elles échappent complètement à ces injonctions-là, mais en même temps, elles font aussi plein d'autres choses et c'est aussi un point intéressant que la critique loupe souvent, c'est que la plupart des personnes qui se tournent vers ces technologies, c'est aussi et souvent faute de mieux. Elles avaient essayé plein d'autres, dispositifs contraceptifs qu'elles supportaient mal et en fait, elles avaient, plus vraiment de solution, elles savaient pas quoi faire. Donc c'est montrer à quel point aussi tout ça s'inscrit dans des systèmes, de soins qui sont genrés ou en tout cas, il y a des responsabilités qui sont distribuées de manière, asymétrique entre hommes et femmes et du coup, bah, qu'est-ce qu'elles font là-dedans? Cette notion de cyclic self-fashioning, elle permet ensuite de décrire différents types de relation entre, utilisatrice et technologie. 2 qui me semblent assez intéressants, c'est Affect Mediator, où le graphique du cycle menstruel va être utilisé pour interpréter des émotions, interpréter aussi des relations, mais plus seulement avec son corps, mais aussi avec d'autres personnes. Et puis Invalidated Self, qui est assez intéressant parce que il se passe plein de choses quand ça marche. Quand, l'utilisatrice reçoit la lumière verte, ça veut dire que son cycle, il est jugé comme non fertile à certains moments. Mais il y a aussi des cas, et il y en avait plusieurs, où ça marche pas. Où l'utilisatrice, elle a continuellement une lumière jaune et qu'est-ce que ça provoque aussi d'être, jugé comme, anormal par la technologie. Dans la dernière partie de ma recherche, je me suis intéressée à qu'est-ce qui rend acceptable ou pas ces technologies dans certains contextes. Et ça, c'est lié en particulier à l'affirmation de Natural Cycles d'être la première application contraceptive certifiée, parce que c'est vraiment cette affirmation qui a déclenché une série de critiques et de controverses. Et les controverses sont vraiment des moments hyper intéressants pour nous qui enquêtons, parce que ça révèle plein de choses. C'est la première recherche qui prend au sérieux des pratiques d'utilisation de technologies numériques pour de la contraception. C'est aussi une recherche qui, propose d'aller dans des interstices qui sont habituellement peu étudiés, donc que ce soit les espaces de développement, les espaces de promotion comme les foires technologiques et puis les espaces de contestation qui sont, je pense, extrêmement riches, plutôt que de se positionner a priori d'un côté ou de l'autre du débat. C'est aussi un nouveau cas pour étudier la construction du corps féminin fertile dans un certain contexte, pour voir comment ce type de technologie en particulier construit un type de féminité en particulier, auquel je pense que c'est important de prêter attention et pas uniquement en regardant comment la technologie définirait la féminité, mais aussi comment
les personnes qui utilisent ces technologies vont se l'approprier ou pas, en fait, et qu'est-ce qu'elles vont en faire. Ce que j'ai trouvé très riche dans les approches que j'ai utilisées, c'est cette posture que la sociologue des sciences et techniques Sheila Jazanoff résume assez bien, je trouve, avec sa notion de technologies of humility. Technologies, pas dans le sens de la technique, mais dans le sens d'un ensemble de postures, c'est plus une attitude qui consiste, au lieu de chercher la résolution des ambivalences qui sont liées, aux technologies, au lieu de chercher la résolution dans la production d'un artefact parfait, que ce soit l'application parfaite, que ce soit, le contraceptif parfait ou que ce soit même l'utilisatrice parfaite, ce qu'on appelle souvent dans notre jargon un technological fix, bah, ça consiste, de manière peut-être plus pragmatique, à faire de la place, l'espace d'un instant, à tout ce qui a priori ne rentrerait pas dans le cadre et en gros à faire de la place aux ambiguïtés, aux complexités. Tout ça en allant voir au plus près des pratiques ce que font les gens qui interviennent là-dedans. La problématique du droit à l'avortement et les alertes aux femmes de supprimer leur application pour ne pas risquer de se trouver un jour dans une posture délicate. Ça, c'est typiquement le genre de question que j'essaye de problématiser différemment, en fait, avec ma recherche, ou plutôt que ma recherche m'amène à détourner parce que, je pense que cette question ou plutôt ce conseil fait aux femmes: «Supprimez votre app» et je l'ai vu passer, sur beaucoup de fils Twitter et j'ai des amis qui m'ont écrit: «J'ai vu ce tweet, qu'en penses-tu?» Alors déjà, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment une histoire de contexte politique aussi. Mais, par rapport à cette posture simplement de dire: «Supprimez l'app, pour vous protéger», je trouve qu'il y a un problème, en fait, à ça parce que ça reste une attitude qui est on pourrait qualifier de paternaliste dans un sens et de technodéterministe aussi parce que, ça consiste à vraiment montrer le danger dans la technologie et du coup, il faut se détechnologiser pour être en sécurité. Moi, je pense qu'il y a d'autres manières de réagir par rapport à ça. Par exemple, de collectifs qui travaillent sur, la protection des données ou le droit des données et qui, au lieu de promouvoir la détechnologisation, promeuvent, bah, d'une part, des incitatifs aux entreprises d'être beaucoup plus transparentes et en épinglant les directives, sur la privacy en disant: «Bah, là, vous êtes pas clair, il faut clarifier». Donc ça, il y a déjà des changements qui se passent à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont publié leur politique de confidentialité, qui ont renforcé leur politique de confidentialité, qui ont rajouté, c'est le cas de Daisy, qui ont rajouté des options pour les utilisatrices pour qu'elles puissent demander à tout moment, de manière plus simple, que leurs données soient effacées. Hem, donc il y a des choses entre 2, entre, utiliser ou ne pas utiliser. Je serais plutôt pour une posture qui encourage les utilisatrices à se questionner, sur ce qui se passe plutôt que se dire, «J'arrête d'utiliser, mais en fait, j'y comprends rien et je sais pas forcément pourquoi». Moi, j'ai surtout étudié dans le cas de pour la contraception, mais en fait, j'ai vu aussi plein d'autres usages, que ce soit pour se préparer au moment où les règles vont arriver, pour des personnes pour qui c'est tellement douloureux, en fait, que c'est vraiment pour elles de pouvoir savoir un petit peu à l'avance, quitte à prendre, un médicament un peu à l'avance et tout, ça les aide vraiment dans leur quotidien qui est extrêmement pénible et puis, la pénibilité du corps menstruant pour toute une série de personnes, il est pas forcément, il intervient pas forcément dans ce genre de discussion où on est sur les données, mais on n'est pas sur la matérialité du corps et je pense que c'est aussi un aspect de ma recherche que bah, qui était très important pour moi de ramener dans l'analyse. La définition de l'empowerment, ça c'est aussi super important. Je pense moi ma manière d'y répondre, c'est de dire, ben, plutôt que d'aller voir si oui ou non ces technologies sont, empouvoirantes et ben, voir comment les individus, les groupes eux-mêmes définissent ce que serait un empouvoirment et puis, ben, comme je montre dans certains cas, c'est le fait de, hem, ne pas devoir, assimiler des hormones qui auront des effets, peut-être pour certaines personnes, secondaires néfastes, bah, ce serait du coup de trouver une alternative et l'alternative en elle-même, elle est, empouvoirante. Enfin voilà, c'est plutôt de voir comment l'empowerment, il est défini.
plusieurs manières de présenter les biais dans la science et une manière, c'est de dire: on a toujours étudié, on a pris comme modèle normal le corps masculin et du coup, on n'a pas étudié plein de choses sur, ce qui s le corps féminin et alors il nous manque des informations et là, il y a effectivement toute une série de recherches qui sont en train de montrer, que ce soit pour les problèmes cardiaques, par exemple, ou différentes choses qui sont sous-diagnostiquées chez les femmes parce qu'on manque de données dessus. Des biais qui sont en train d'être corrigés ou en tout cas, on rend attentif au fait que c'était biaisé. Mais il y a une autre manière aussi de c'est là que c'est compliqué. Je me rappelle, j'avais eu de la peine à vraiment à formuler les choses, mais de dire: «On va corriger le fait que, on s'est pas assez intéressé au corps féminin, en produisant des technologies qui vont apporter des solutions aux problèmes du corps des femmes», c'est particulier de dire ça comme ça parce que du coup, c'est présenter les choses comme si la solution doit passer par l'achat d'un produit, en fait. Et à ce niveau-là, c'est vraiment rien de nouveau parce que, il y a pas mal de recherches en sociologie du corps et de la santé qui ont parlé de commodification de la fertilité. On incite les femmes à capitaliser sur, leur corps fertile, je veux dire, ça c'est pas nouveau donc à ce niveau-là, on pourrait imaginer que ça renforce certains biais, qui étaient déjà là et puis, il y a aussi une chose qui a tendance à passer à la trappe dans ces discours, c'est que autant on a peut-être beaucoup étudié le corps masculin comme, modèle, dans plein d'études, cliniques, mais on a aussi sous-étudié peut-être, le corps masculin dans des études liées à la reproduction. Parce que du coup, ben, on parle de c'est comme là, enfin là, quand j'entends les innovateurs, innovatrices, fertilité, c'est presque immédiatement compris comme donc ovulation. Alors qu'en fait, enfin, c'est pas voilà, ça c'est réducteur de poser les choses comme ça. Donc je pense que sur ces questions, c'est important pour s'en sortir, disons, de pas tomber dans les pièges de faire des réductionnismes d'un côté ou de l'autre, de se dire, bah, déjà comment on pose le biais et puis de quel biais on parle, parce qu'il y en a, bah, il y en a beaucoup et après comment on le corrige. Et par exemple, pour parler encore d'un autre type de biais dans les applications de suivi du cycle menstruel, ça c'est une petite enquête que j'avais fait avec, des gens de la, Digital Methods Initiative à Amsterdam où, on avait étudié comment les applications de suivi du cycle et de la fertilité, elles sont visuellement différentes d'autres applications de suivi, du corps. Et puis, on avait développé des petits, capteurs de couleurs où en fait, simplement on regardait toutes les apps sur Google Play et puis on avait des radians, puis on voyait très bien qu'en fait c'était rose, pink, flashy et très floral et cetera. Alors que si vous tapez, fitness tracking app, bah, alors, c'est très bleu et vert, et varié et puis là aussi, bah, il y a des biais, des stéréotypes qu'on peut pointer du doigt et après la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que je pense que maintenant il y a beaucoup plus de ponts envisageables entre les gens qui développent ces technologies et ceux qui les étudient. Ou typiquement, une application comme Clue qui a d'abord développé avait une certaine iconographie, puis qui l'a changée au fur et à mesure parce qu'elle s'est rendue compte enfin les gens de l'entreprise se sont rendus compte, eux-mêmes que il y avait ça allait pas de montrer les choses comme ça, c'était enfin voilà. Donc je pense que c'est aussi bien d'avoir de pas être que dans la critique, mais de se dire: «Bah, si avec nos méthodes, on peut montrer qu'il y a des choses qui sont biaisées, bah, comment est-ce qu'on essaye de faire après pour que ça change?»